Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. Voici les grands titres qui seront développés dans ce journal. Comme chaque lundi, un très large chapitre sportif dans cette édition. Charles Leclerc n'a pas remporté le deuxième Grand Prix de Formule 1 de la saison, mais il a conforté à Jeddah sa première place au classement du championnat du monde des pilotes. En basket, la Roca Team n'ira pas en finale de la Coupe de France après sa défaite face à Strasbourg hier à Trélazé, mais c'est passé en revanche pour les basketteuses monégasques qui seront elles en finale du trophée Coupe de France. La guerre en Ukraine occupe toujours la une de l'actualité. De nouvelles sessions de négociations ont débuté aujourd'hui en Turquie et sur place, les besoins de la population sont toujours plus criants. Une association de la région, Soleil Royal 06, qui s'est créée après le passage de la tempête Alex, a tenu à rejoindre l'élan de solidarité internationale. Ces bénévoles étaient hier en Ukraine où ils ont acheminé des biens de première nécessité dans les camps de réfugiés à l'ouest du pays. Nous serons avec le président de Soleil Royal 06, Laurent Castex. Les intellectuels, eux aussi, veulent porter haut la voix des Ukrainiens. Les rencontres philosophiques de Monaco organisent ce soir un temps d'échange, de réflexion et de lecture. Une soirée de solidarité à la Maison des Océans à Paris. L'un des membres fondateurs des rencontres philosophiques, Raphaël Zaguri-Orly, sera notre deuxième invité. L'engagement environnemental de la principauté se traduit dans notre quotidien. Des bus 100% électriques circulent à Monaco. Les deux premiers du genre ont rejoint très officiellement la flotte de la compagnie des autobus. Ils ont été présentés ce matin au Prince Albert II. Reportage à suivre. Musique et danse à l'affiche du troisième week-end du Festival du Printemps des Arts. Le tout sur une création qui a donné lieu à un partenariat avec des artistes arméniens. José Sacré nous présentera le fruit de ce travail commun. Mais je vous le disais donc en titre, les sportifs monégasques nous ont encore fait vibrer ce week-end, à commencer par Charles Leclerc. Il n'a pas remporté le deuxième Grand Prix de la saison de Formule 1, mais il creuse l'écart en tête du classement du championnat du monde des pilotes. Bonsoir Yannick de Beuvert. Bonsoir Patricia, bonsoir à toutes et à tous. Au terme d'un duel acharné que l'on aimerait voir tous les week-ends, Charles Leclerc n'a pas pu contenir Max Verstappen jusqu'à la ligne d'arrivée. Le champion du monde en titre a pris la première position au Monégasque à 4 tours de la fin. Le duel intense mais juste a donc tourné cette fois en faveur du Néerlandais qui marque ses premiers points de la saison. C'est Carlos Sainz qui complète le podium et avec 19 points inscrits, dont celui du meilleur tour en course, Charles Leclerc conforte sa position de leader au classement des pilotes. Du basket à présent, après 4 matchs en 5 jours, la Roca Team n'a pas su tenir le rythme face à Strasbourg. C'était un véritable marathon et finalement pas d'accord Arena au bout pour la Roca Team. Ce dimanche, après avoir mené quasiment tout le match, Monaco s'est fait rejoindre en fin de rencontre avant de craquer en prolongation. Vainqueur 86-73, Strasbourg affrontera Pau en finale. Prochain rendez-vous pour la Roca Team jeudi à 20h45 pour un choc européen face à Milan. Et à suivre en direct sur Monaco Info, bien sûr. En revanche, un destin contraire pour les basketteuses monégasques, Yannick. Et oui, 5 ans après leur victoire, les filles du MBA retrouvent la finale du trophée Coupe de France. Ce week-end, elles ont éliminé successivement Roanne 69-60 et Fétia 73-69. La finale se jouera à l'Accor Arena le vendredi 22 avril face à l'US Le Poinçonnet, 6e de National 1. Et d'autres filles sont en forme, celles de l'ASM Football Féminin. C'est un premier objectif réussi pour l'ASM FF qui s'est qualifié ce week-end pour les barrages d'accession en seconde division. Grâce à leur victoire 2-0 face à Saint-Henri, les Monégasques sont assurées de finir championnes de Régional 1. Et il est toujours bon de rappeler qu'à 4 journées de la fin du championnat, les joueuses de la SMFF sont toujours invaincues. Et puis la Coupe Prince Albert II a rendu son verdict, Yannick. Et c'est un doublé réalisé par l'équipe Diamond dans cette compétition de foot à 7 entre des entreprises monégasques. Après sa victoire l'année passée face à la fonction publique, ils ont pris le meilleur cette saison sur Vinci Construction en finale. Victoire 3-1 grâce à un triplé de l'homme du match, Walid Zinoun.
Et ce n'est pas tout à fait fini. Il y avait décidément une actualité sportive très riche ce week-end. Les gymnastes de l'Étoile de Monaco se sont imposés 28-20 face à Montceau-les-Mines lors de la 4e journée de Top 12. Frédéric Elion et Olivier Bonello ont assisté à leur victoire. C'est le Focus Info de ce journal. Depuis son accession au top 12, l'élite de la gymnastique française, l'Étoile de Monaco, joue les premiers rôles. Cette saison encore, les gyms de Thierry Heim luttent pour la première place de leur groupe, synonyme de ticket pour les demi-finales de la compétition. Après une victoire à Montceau-les-Mines, 26-22 en février, puis un match nul 24 partout contre Lille, mi-mars, les Monégasques retrouvaient samedi leur salle de l'espace Saint-Antoine pour le match retour contre Monceau. Et les gymnastes vont matcher sur 3 agrès, le saut, le cheval d'arçon et la barre fixe. Chaque équipe envoie 4 athlètes par agrès qui s'affrontent sous forme de duel. Celui qui obtient la meilleure note ramène 3 points au sien, le perdant en décroche un. Monceau entame idéalement ce match en s'adjugeant les 4 premiers duels au saut de cheval. Maverick Carvalho, Baptiste Parot, Pablo Ayuso et Bastien Eloi remportent leur duel avec 2 notes au-dessus de 14 face à Julien Gobot, Ilia Kovtun, Hugo Villeneuve et Kevin Crovetto. On savait que ça allait être dur au saut, on savait qu'on était en dessous d'eux, mais prendre 4-0 ça fait mal. Donc fallait se remobiliser sur le reste, surtout au cheval d'arçon, c'est pas évident, c'est un agrès d'équilibre où pour se remobiliser c'est compliqué, mais l'équipe a été super. Dos au mur, Monaco va réagir et montrer sa force de caractère. Aux arçons, le jeune Hugo Villeneuve lance l'étoile. Brandon Prost chute avant lui, Hugo réduit donc son mouvement et le réalise proprement. 12-25 contre 11-30, premier duel remporté pour l'étoile. La machine est lancée, Lilian Piot, toujours aussi propre dans son exécution, gagne aussi son duel contre Matteo Cartier. Julien Gobot et Ilia Kovtun en font de même face à Bastien Eloi et Maverick Carvalho avec un joli 14 pour l'Ukrainien. Égalité parfaite, 16 partout avant la fixe. Un dernier agrès au Monaco va s'envoler. Julien Gobot, Lilian Piot, Kevin Crovetto et Ilia Kovtun apportent tous leur pierre à l'édifice. 4 duels dans la poche et Monaco l'emporte 28-20. Un beau cadeau d'anniversaire pour Romain Chapelle qui fêtait ses 32 ans. Mais surtout, une belle opération dans la course aux demi-finales. Très satisfait parce qu'ils ont réagi tout de suite sur leurs agrès où on était un peu au-dessus par rapport à Monceau. Après, c'est toujours pareil, les arçons, la barre fixe, il ne faut pas tomber. Et ils ont tenu la pression et c'est là où on voit vraiment la cohésion d'équipe. Et voilà, ça fait vraiment plaisir parce que cette victoire-là, il la mérite. Parce que voilà, après, on a mal commencé au saut. On savait qu'on a été très très moyen au saut de cheval. Mais après, ils ont fait le boulot sur le reste, donc plutôt très satisfait. On va se battre pour la première place avec Lille. Donc les confrontations indirectes vont jouer un rôle dans le classement. Là, il va y avoir la rencontre Monceau contre Lille. On verra le résultat et maintenant, ce sera à nous de finir le boulot contre Lille le 30 avril chez eux. Monaco va donc tranquillement regarder le résultat du match entre Monceau et la Madeleine le 9 avril avant de jouer sa qualification en demi à Lille le 30 avril. Alors que des négociations ont repris aujourd'hui entre les délégations russes et ukrainiennes en Turquie, le quotidien des Ukrainiens reste marqué tout à la fois par la peur des conséquences de ce conflit et l'espoir qu'il trouve un terme rapidement. Pour échapper à la guerre, les réfugiés se comptent aujourd'hui en millions. Certains sont parvenus à quitter le pays, d'autres doivent vivre dans des camps dont la plupart ont été installés à l'ouest du territoire, notamment à la frontière avec la Slovaquie. C'est là que nous allons retrouver le fondateur de l'association régionale Soleil Royal 06. Il est allé, avec son équipe, apporter hier de l'aide de première nécessité dans un camp en Ukraine. Bonsoir Laurent Castex. Bonsoir à tous, bonsoir Monaco Info. Vous vous trouvez donc actuellement en Slovaquie, après vous être rendu hier en Ukraine. Alors il faut préciser que c'était une zone hors combat, mais il y a là-bas beaucoup de réfugiés. On est rentré hier sur le sol ukrainien à Oujhrod, une petite ville où je vous avoue que la veille, il y avait eu 4 sirènes d'alerte,
Mais quand on y est allé, il n'y en a pas eu, par chance. Mais on est allé dans plusieurs endroits, des camps et des endroits où les gens sont réfugiés. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une très grande partie de la population ukrainienne qui s'est dirigée vers ce secteur-là, hein, qui est côté ouest du pays. C'est encore un des seuls endroits qui n'a pas été bombardé, mais les gens sont en train de se dire que c'est à tout moment ça peut changer parce qu'il y a un aéroport. Quels sont leurs besoins principaux actuellement? Actuellement, c'est beaucoup de médicaments parce que beaucoup d'hôpitaux ont été bombardés dans le pays. Donc, on nous demande énormément de médicaments, énormément de petites pastilles pour l'eau, pour avoir de l'eau potable. Voilà, parce qu'ils n'ont plus d'eau potable dans la plupart des endroits du pays. Des jerrycans en plastique, ça c'est très demandé pour pouvoir transporter l'eau. On a amené beaucoup de fauteuils roulants, de béquilles pour les gens qui ont été blessés. Beaucoup de pansements, de bandages, tout ça. Quelques vitamines parce qu'il fallait donner de la vitamine. Et puis, on avait pas mal de peluches, pas mal de coloriage pour les enfants pour leur faire passer un moment. Oui, comment avez-vous préparé cette mission? Parce que ce n'est pas une mission anodine d'aller sur une zone de guerre. Vous savez que c'est l'association Soleil Royal 06, c'est quelque chose qui a été créé en local, donc dû à la tempête Alex. Oui, ça a été créé après le passage de la tempête Alex, effectivement, dans la vallée de la Roya, tout particulièrement pour ce qui vous concerne. Voilà. Donc, on s'est dit, écoutez, si on voulait faire une action, on était d'accord de la faire, mais à une condition. On s'est tous réunis et on s'est dit, il faut l'amener sur place. Et vous êtes donc parti à 2 camions et vous avez distribué combien de colis sur place? Alors, on est parti avec 3 camions de 12 mètres cubes et un van de 9 places assises, au cas où on ait un problème. Fort de cette expérience, vous allez poursuivre cette action solidaire en faveur de l'Ukraine? Écoutez, on est parti avec 2 personnes avec qui on s'est mis en accord de repartir. Et donc, on a dit une autre action, peut-être dans le futur, d'ici un mois et demi, on repart. Très bien. Laurent Castex, merci pour ce témoignage en duplex de la frontière entre l'Ukraine et la Slovaquie. Merci beaucoup. Merci Patricia, merci. Et ce conflit en Ukraine a en effet entraîné un élan de solidarité impressionnant. Le sort de la population ukrainienne est dans tous les esprits et les intellectuels, eux aussi, veulent apporter leur contribution. Des rappeurs, écrivains, philosophes, professeurs se retrouvent ce soir à la Maison des Océans à Paris, à l'initiative des Rencontres philosophiques de Monaco, dont l'un des fondateurs est avec nous ce soir. Bonsoir Raphaël Zaguri-Orly. Bonsoir. Pour quelles raisons avez-vous décidé d'organiser aussi rapidement ce rendez-vous de solidarité intitulé « Aux côtés de l'Ukraine » ? Je vous dirais la chose suivante. Notre engagement, comme par définition tout engagement, ne peut attendre. Vous savez, agir est une exigence immédiate. Évidemment, dans le cas de l'Ukraine, tout le monde peut très vite comprendre que l'action doit se faire ici et maintenant. Autrement dit, des personnes souffrent, des personnes meurent en ce moment même, tous les jours. Et donc, si notre travail habituel prend du temps, à cette habitude justement d'attendre, pratique l'attente, c'est ça par définition le travail philosophique, comme vous dites, agir en revanche, eh bien, c'est urgent. Voilà. Il y a donc ce caractère d'urgence et en toile de fond, un message. Quel sera-t-il ? Nous avons pensé que ce qui s'impose est un appel à de véritables gestes concrets, des gestes d'aide, même s'ils sont minimes, s'ils peuvent donner un sens concret à l'idée de solidarité, ne serait-ce que pour quelques êtres humains, s'ils peuvent concrétiser l'idée que leurs semblables agissent pour eux, nous avons pensé que c'est déjà quelque chose. C'est un petit geste,
le philosophe Emmanuel Levinas, auquel je suis très attaché, dit que c'est le petit bien sans idéologie. Voilà, nous voulons faire un petit geste. Mais il y a donc ce soutien très concret et puis plus globalement, puisqu'il y a une réflexion, il y a un soutien moral. Est-ce que ce soutien moral est aussi important qu'un soutien matériel ou physique en temps de guerre? Les victimes sont innombrables. Elles sont souvent anonymes. Mais il y a parmi eux des intellectuels, des écrivains, des hommes et des femmes de lettres auxquels nous pensons plus particulièrement, si j'ose dire, de par notre activité philosophique. Il y a des journalistes, il y a des chercheurs. Ces gens-là peuvent témoigner, raconter dans l'espace public ce qui leur arrive, leur expérience, faire entendre leurs plaintes, un appel à l'aide, un appel au secours. Et nous tentons de les aider, comme je disais, ne serait-ce qu'un peu. Voilà, les initiatives pratiques que nous mettons en œuvre dans l'urgence sont indissociables pour nous d'un soutien moral. Quels sont les retours et témoignages peut-être d'intellectuels, chercheurs ou étudiants impactés par le conflit en Ukraine et dont vous disposez? C'est un caractère de désespoir qui prévaut? Oui, clairement, de désespoir, d'une énorme souffrance. La recette de l'appel, vous savez, sera entièrement versée aux bourses d'aide pour les intellectuels et les étudiants ukrainiens. Je disais que tout ça, cette aide concrète-là, a été indissociable de notre entreprise philosophique. Tout ce que je peux espérer par rapport à ce désespoir, c'est un petit geste. Raphaël Zaguri-Orly, merci d'avoir répondu à notre invitation alors que se tient ce soir à la Maison des Océans à Paris dans un peu moins d'une heure, ce rendez-vous des rencontres philosophiques de Monaco. Absolument, merci à vous. Et après ce rendez-vous solidaire à Paris ce soir, les rencontres philosophiques organiseront le 7 avril prochain, à Monaco cette fois, un débat avec les élèves et professeurs des lycées autour d'une thématique plus que jamais d'actualité, la liberté. De nouveaux bus s'apprêtent à venir agrandir la flotte de la compagnie des autobus de Monaco. Des bus 100% électriques que le prince Albert II a pu découvrir ce matin. Une étape de plus qui s'inscrit dans le cadre de la politique de mobilité douce mise en œuvre depuis plusieurs années maintenant. Le reportage de Fabien Bonilla et Sylvain Péroumal. Nous sommes en fin de matinée. Les touristes commencent à arriver sur la place du Palais pour assister à la traditionnelle relève de la garde. Et ils auront en prime la chance de voir le prince Albert II en personne ainsi que de nombreuses personnalités de la principauté pour la présentation de 2 autobus de la CAM et un minibus du CHPG, tous les 3 100% électriques, de nouveaux véhicules dans le cadre de la politique de mobilité douce. La mobilité, c'est 30% des émissions de nos gaz à effet de serre, donc c'est très important pour nous d'agir sur ce levier-là. C'est le premier secteur qui est générateur de gaz à effet de serre avant la construction et avant l'énergie des bâtiments. Donc c'est vraiment un axe prioritaire à cet égard. À titre d'information, un autobus diesel émet 50 tonnes de CO2 par an contre 2 tonnes pour un véhicule électrique. Ces nouveaux autobus apportent plus de bien-être à bord en termes de silence. L'intérieur est clair pour plus de luminosité. Plus de volume également à l'intérieur. De 47 places, on passe à 61 places. Ces bus électriques seront mis en service à partir de lundi sur la ligne 3 qui relie le centre commercial de Fontvieille à l'avenue Hector Otto. Et ce n'est qu'un début. On commence avec ces véhicules-là en 2022. Viendra fin 2023, début 2024, 12 autobus supplémentaires pour les lignes, je dirais, à fort débit, comme la ligne 1, la ligne 2, 4 et 6. Et petit à petit, 2025, encore 12 autres, pour atteindre, je dirais, un premier lot de véhicules qui nous permettra, s'il n'y a pas de véhicule en panne, eh bien, de circuler qu'avec de l'électrique fin 2025, début 2026. Et ensuite, l'ensemble du parc sera complètement électrique en 2030. En plus de ces 2 autobus de la CAM, le souverain a pu découvrir un des 2 minibus électriques dédiés au CHPG, 2 véhicules qui ont été financés par le gouvernement dans le cadre du Fonds vert.
Au CHPG, on a commencé à se poser des questions en 2010 sur l'impact environnemental qu'avait notre activité qui, par nature, est là pour améliorer la santé des gens. Alors, dans ce cadre-là, on a engagé beaucoup d'actions avec la mission pour la transition énergétique sur 3 axes qui sont les déchets, la mobilité et l'énergie. Donc, ces navettes, c'est 147 000 km par an. Donc on a fait un petit calcul, on est à 33 tonnes d'émissions de CO2 en moins grâce à ces navettes électriques. 2 trajets sont proposés tous les jours pour permettre au personnel de l'hôpital de se rendre par exemple à la gare ou d'aller à la ZAC Saint-Antoine où le CHPG dispose d'environ 500 places d'abonnement de parking. À noter qu'un 3e minibus devrait compléter prochainement cette flotte. Nous retrouvons Yannick de Bever pour les autres informations du jour à Monaco avec ce geste également pour la planète, l'Earth Hour. Exactement, pendant 1 heure, Palais Princier, Hôtel Fairmont et Place du Casino ont éteint simultanément leur lumière entre 20h30 et 21h30. La Société des Bains de Mer a mis en place à cette occasion un challenge, éclairer la façade du casino grâce à l'énergie humaine. 15 équipes se sont relayées sur les vélos des 5 plateformes différentes pour projeter différents motifs. Une compétition ludique qui a permis de rassembler pour la planète. Une remise de chèques était organisée ce matin au lycée technique et hôtelier. Tout à fait, c'est le résultat d'un projet pédagogique à l'initiative des élèves du LTHM. Ils avaient récemment organisé un dîner caritatif dans le but de lever des fonds et résultat, ce chèque de 3 900 € dédié aux droits de l'enfant. C'est le proviseur du lycée technique et hôtelier qui a remis ce chèque dans les mains du commissaire général chargé de la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Et enfin, un chiffre emblématique, une barre symbolique franchie au pavillon Monaco à l'exposition universelle de Dubaï, Yannick. 1 million de visiteurs sont passés par le pavillon Monaco à l'exposition universelle Dubaï 2020. À cette occasion, la maman et sa fille ont été reçues avec un grand sourire par l'équipe du pavillon. C'est un chiffre symbolique qui représente toute l'attractivité de Monaco dans le monde. L'exposition universelle de Dubaï qui refermera ses portes jeudi. Le festival Printemps des Arts touche lui aussi à sa fin. Tout au long du week-end écoulé, des artistes arméniens se sont produits à Monaco, des danseurs, des musiciens et dans l'assistance, José Sacré et Sylvain Péroumal. Au Sporting Monte-Carlo, dimanche 27 mars, en présence de son Altesse Royale la Princesse de Hanovre, présidente du festival, ici en compagnie de Jean-Christophe Maillot et de Bruno Mantovani, le Printemps des Arts de Monte-Carlo a présenté un spectacle de création avec l'ensemble orchestral contemporain et la compagnie de ballet Allais et Gaillan. 7, Les Anges de Sinjar, chorégraphie de Michel Allais et Gaillan. 7, Les Anges de Sinjar est un ballet au thème des Yézidis. Les Yézidis, c'est ce peuple d'Orient extrêmement important qui, il y a environ 4000 ans, a produit, généré une religion tout à fait exceptionnelle à l'époque, qui était la première religion monothéiste. C'est un peuple extrêmement élaboré, extrêmement avancé, qui a subi depuis 4000 ans de très nombreux aléas, qui dernièrement d'ailleurs, dans les années 2005 a vécu des choses absolument tragiques. Et c'est pour ce peuple splendide que l'on crée, dont on se nourrit de la pensée et que l'on crée ces danses et ces musiques et ce spectacle-là. Les Yézidis ont un Dieu unique, comme nous. Voilà. Ce Dieu dans leur langue s'intitule Gzvede, c'est Dieu. Et il est servi par 7 anges. En fait, 6 anges dont la qualité et le rayonnement se retrouvent dans le 7e, qui est Malek Tavush, qui est le dieu Pan, qui rassemble toutes les qualités des 6 anges précédents. Le ballet est donc riche de 6 solos, dont les 6 qualités se retrouvent à la fin dans un touti qui symbolise le Malek Tavush, l'ange Pan, l'archange, pourrions-nous dire, de cette délicieuse religion. Et dernière ligne droite donc pour l'édition 2022 du Printemps des Arts, du 31 mars au 3 avril. Jeudi prochain, une conférence précédera le concert du soir au chapiteau de Fontvieille. Une conférence qui fait écho à l'actualité et à la place des artistes en temps de guerre, puisqu'elle sera consacrée au siècle rouge et aux musiciens soviétiques face au pouvoir.
Ce journal ne serait pas tout à fait complet sans les prévisions météo. À quoi doit-on s'attendre mardi, Yannick ? Le soleil a fait son temps sur Monaco après une magnifique semaine. Les nuages reviennent au-dessus de la principauté. Pas de pluie prévue ce mardi, mais un ciel chargé et des températures qui descendent. Attendez 17 degrés au meilleur de la journée. Enfin, ce mardi 29 mars, les Gladys sont à l'honneur. Ainsi se referme cette édition. Nous allons nous quitter avec ces photos signées Mickaël Alési et prises ce week-end lors du stage de formation des commissaires de piste des Grands Prix de Monaco. Il y aura 3 Grands Prix cette année, vous le savez, l'e-prix dès la fin du mois d'avril, puis le Grand Prix historique et le Grand Prix de Formule 1. Et pour assurer la sécurité autour de ces courses, il a fallu notamment préparer les nouvelles recrues. Cela fera l'objet d'un reportage demain dans le journal de 19 h. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain sur Monaco Info.